La démocratie, ce mot on le connaît tous. On l'utilise, on le revendique, on le critique. Mais d'où vient-elle réellement ? Parce que spoiler, elle n'est pas tombée du ciel un matin comme ça. Non. C'était une histoire de lutte, de réforme, de coup de génie. Et tout ça avec un peu de philosophie. Alors on va retourner en arrière. Très loin en arrière. Parce que bien avant Athènes, il y avait une ville qui cartonnait à l'époque. 1814 avant Jésus-Christ, Carthage. Fondée par les Phéniciens, ces mecs-là, c'est des marchands, des navigateurs, des gens qui parlent, qui négocient, qui débattent, bref, des mecs chauds quoi. Et à Carthage, le pouvoir il n'est pas concentré entre les mains d'un seul homme. Non, il est partagé. D'un côté, les sulfètes, c'est les chefs politiques, et de l'autre, un grand conseil, et surtout, une assemblée du peuple. Ce qui formait un équilibre, un jeu de contre-pouvoir, tellement efficace que même les Grecs les regardaient avec admiration. Même Aristote, le grand Aristote, il kiffait leur système. Il l'a jugé du meilleur du monde. Mais bon, les Grecs ils ne vont pas laisser voler la vedette. Athènes, 5e siècle avant Jésus-Christ. Là c'est le vrai game changer. 3 mecs vont tout faire péter. Selon lui, il a rendu la loi plus juste en réformant et ouvre la vie politique à plus de citoyens. Clisthène, lui, il va plus loin, il réorganise complètement le pouvoir et donne un rôle central à l'Assemblée des citoyens. Et enfin, Périclès. Lui, il permet même aux citoyens les plus pauvres de participer aux institutions, parce qu'il pense que gouverner, ce n'est pas seulement une affaire de riches. À eux 3, ils sont appelés les pères de la démocratie. À Athènes, la démocratie repose sur 2 piliers. La boulée, 500 citoyens tirés au sort, ils préparent les lois. Et l'ecclésia, c'est l'assemblée de tous les citoyens. Là on débat, là on vote. Pas de représentants, pas d'intermédiaires, le peuple décide directement. Alors là, on peut se dire que tout est génial à cette époque. Sur le papier, c'était révolutionnaire. Mais il y avait un problème, un énorme problème. Le mot citoyen est très limité. Pas de femmes, pas d'enfants, pas d'étrangers, pas d'esclaves. En réalité, une partie de la population n'a aucune voix. Pendant ce temps-là, à Rome, sous la République, des élections existent, le peuple participe, des institutions sont mises en place. Mais le pouvoir réel reste entre les mains des grandes familles nobles et riches. Encore une fois, la démocratie avance, mais à petits pas. Et jamais pour tout le monde. Contrairement à ce qu'on croit, la démocratie ne disparaît pas complètement à l'époque médiévale. Dans le nord de l'Europe, les things scandinaves permettent aux hommes libres de débattre. Dans les pays slaves, le Veitch joue un rôle similaire. Et c'est en 1215, en Angleterre, que se déroule un événement discret mais fondamental. La Magna Carta, un texte qui dit une chose simple. Le roi, il n'est pas au-dessus des lois, il doit lui aussi la respecter. Le pouvoir doit avoir des limites. Bon allez, une petite pause. Oui. La démocratie reste là, mais rien ne donne plus. Elle sommeille, mais ça ne va pas durer longtemps. Un temps où l'homme recommence à se poser une question simple, mais directe. Et si le pouvoir venait du peuple ? On est au début du XIVe siècle, à la Renaissance. L'Europe change, on redécouvre des textes antiques, on remet en question l'autorité divine, l'homme devient central. Sa raison, sa liberté. Petit à petit, une idée s'impose. Le pouvoir n'est pas un cadeau de Dieu, mais un choix collectif. Puis viennent les Lumières. C'est grâce à des mecs comme Rousseau, Montesquieu et Voltaire qu'ils philosophent, qu'ils pensent, qu'ils écrivent et qu'ils dérangent. Ils parlent de liberté, d'égalité, de souveraineté du peuple. Ils affirment que les citoyens doivent participer aux décisions, que la loi doit être la même pour tous et que le pouvoir doit être contrôlé. À ce moment-là, la démocratie n'est pas juste une simple pratique antique, c'est une idéologie. Ces idées se traduisent dans des textes fondateurs comme la Constitution de Corse de 1755, qui affirme la souveraineté du peuple. De l'autre côté du globe, aux États-Unis, la Déclaration de l'indépendance américaine de 1776 proclame que les peuples ont le droit de se gouverner eux-mêmes. Et puis ça explose en France. Révolution française 1789, qui affirme les droits du citoyen et de la participation politique. Fin de la monarchie absolue. Les citoyens deviennent acteurs. Du moins, toujours en théorie. Après la Révolution française, une chose est claire.
le roi n'est plus souverain. À sa place, le peuple. Enfin, sur le papier. Parce qu'en pratique, ce sont toujours les bourgeois qui prennent les commandes. Ils parlent de souveraineté populaire, mais ils se méfient du peuple. Beaucoup. Alors ils inventent une solution très élégante. Le suffrage censitaire. En clair, si tu es riche, tu votes. Si tu ne l'es pas, t'observes. La démocratie avance, mais avec un main sur un bouton de freinage. À cette époque, les partis politiques sont des clubs d'élite. La participation populaire est faible. L'élection existe, mais elle n'est pas ouverte à tous. Et pourtant, une idée s'impose peu à peu. Voter, c'est le cœur de la démocratie. Ce qui permet aux citoyens de participer, de choisir, de donner une légitimité aux dirigeants. Encore faut-il savoir comment on vote. On distingue alors deux choses essentielles. D'abord, les modes de suffrage. Qui a le droit de voter et de quelle manière? Puis, les modes de scrutin. Comment on transforme les votes en résultats. Et là aussi, rien n'est une chose simple au départ. En 1791, le droit de vote est réservé à une minorité, des critères de richesse, d'instruction et surtout de méfiance envers le peuple. Mais progressivement, l'idée du suffrage universel s'impose. En 1848, c'est le suffrage universel masculin qui commence. Puis, c'est en 1944 que les femmes obtiennent enfin le droit de vote. En 1974, l'âge électoral est abaissé à 18 ans. Une extension lente, mais décisive. Même le suffrage universel, pourtant, n'a jamais été aussi parfaite. Exclusion, vote plural, découpage électoraux discutable, l'égalité est un principe, mais son application reste un combat. Le vote peut aussi prendre deux formes. Le suffrage indirect, où on élit les représentants, qui élisent d'autres représentants, efficace peut-être, mais souvent critiqué pour son éloignement du peuple. Et le suffrage direct, là où les citoyens élisent eux-mêmes leurs dirigeants. Plus simple, plus lisible, et disons-le, plus démocratique. Pour que tout cela fonctionne, faut-il encore des règles claires, des listes électorales sincères, des bureaux de vote transparents, des campagnes équitables. Bref, une démocratie ne tient pas seulement à un principe, mais à toute une mécanique. Au XIXe siècle, le suffrage universel progresse, le vote devient secret. Aujourd'hui, la démocratie ne se contente plus d'avancer, elle accélère. Elle ne se limite plus à un simple bulletin de vote. Conseil citoyen, budget participatif, consultation et participation en ligne, de nouvelles façons de participer, de s'exprimer. Parce que la démocratie, elle ne s'est jamais terminée. Elle se construit, elle se débat, et elle se remet en question. Et maintenant, la vraie question, c'est plus d'où elle vient, mais où est-ce qu'elle va? Pour la suite, il faut changer de regard. Arrêter de se demander qui va gagner, parce qu'avant même de parler de vainqueur, il faut poser un constat. La démocratie française est déjà en déclin. Pas spectaculaire, pas brutal, un déclin structurel. On retrouve des abstentions massives, de fortes méfiances envers les institutions, un pouvoir exécutif toujours plus fort, un parlement de plus en plus faible, des procédures d'exception utilisées encore et encore, des usages du fameux 49.3 qui fait débat. Alors, la vraie question n'est plus « est-ce que la démocratie va mal ?», mais plutôt « comment va-t-elle mal évoluer ?» Premier scénario, le centre libéral gagne. Ici, la démocratie reste en place, officiellement. Les élections existent toujours, mais elles ne changent plus vraiment le cap. Le pouvoir se concentre autour de l'exécutif. Le Parlement enregistre, les contre-pouvoirs existent, mais s'affaiblissent. Personne n'est interdit, personne n'est censuré, tout est légal. Le mécanisme est simple, la démocratie technocratique. Il n'y a pas d'alternative réaliste. Les décisions sont justifiées par l'économie, les marchés, l'Europe et la compétitivité. Le citoyen n'est plus un acteur, il devient consommateur politique. Il vote tous les 5 ans et c'est à peu près tout. Résultat, il y a des stabilités institutionnelles, mais avec une colère sociale chronique. Une démocratie qui fonctionne sans adhésion populaire. Mais elle risque d'être démocratique de façade. Légalement vivante, socialement morte. Scénario 2, la droite nationaliste gagne. Ici, la démocratie ne disparaît pas.
elle change de nature. Le pouvoir est recentralisé. Les contre-pouvoirs sont accusés de bloquer la volonté du peuple et les médias critiques deviennent suspects. La justice est encadrée politiquement. Le raisonnement est clair. Nous avons gagné les élections, donc nous avons raison. C'est la démocratie illibérale. On vote toujours, mais le pluralisme est disqualifié moralement. Les minorités deviennent des menaces. Les manifestations sont plus strictement contrôlées. Résultat, des mobilisations identitaires, moins de liberté, ce qui pourrait donner des risques d'autoritarisme lent, légal, mais assumé. Troisième scénario, la gauche radicale gagne. Ici, la démocratie est repensée, mais dans un climat explosif. Référendum, assemblée citoyenne, démocratie directe, mais aussi des conflits avec des institutions existantes, avec les règles et les limites. C'est la démocratie conflictuelle. La démocratie doit primer sur les règles de ce qu'ils pensent. La société se polarise, l'économie se bloque et la tentation de passer en force grandit. On se retrouve avec donc deux issues pessimistes possibles. L'échec rapide, suivi d'un retour autoritaire, ou d'un durcissement au nom du peuple. On risque donc d'avoir une démocratie de camp qui exclut ceux qui ne pensent pas pareil. Au final, le point commun à tous ces scénarios, quel que soit le vainqueur, on retrouve moins de confiance, plus de contrôle, plus de surveillance, moins de débats réels. La démocratie devient procédurale, technicisée, défensive. Le citoyen est sollicité mais rarement écouté. Là, la contestation devient un problème, pas une richesse. Quand on regarde tout ça, on pourrait croire que la démocratie est en échec permanent, qu'elle a toujours été incomplète, biaisée, confisquée. Et ce serait vrai. Mais ce serait oublier une chose essentielle. La démocratie n'a jamais été un système parfait. Même à Athènes, même après les conflits, après les révolutions, après un suffrage universel, elle a toujours avancé en corrigeant ses propres défauts petit à petit. Suivant le cours de l'histoire, lentement, par les conflits, par les erreurs passées, mais elle a évolué. Ce qui montre cette histoire, ce n'est pas qu'une démocratie s'effondre, mais une démocratie qui dépend en permanence de l'implication de ceux qui la vivent. À chaque époque, elle a tenu, non pas parce que des institutions étaient solides, mais parce que les citoyens ont refusé de contenter de ce qui existait déjà. Aujourd'hui, le danger n'est pas seulement que la démocratie disparaisse brutalement. Le vrai danger, c'est ce qu'on la considère comme un décor, quelque chose qui fonctionne tout seul, sans nous, sans débat, sans conflit. La question au fond n'est pas seulement où va la démocratie, mais si nous acceptons encore d'en être responsables. La démocratie n'est pas un état final, c'est un mouvement. Et tant qu'il y aura des citoyens pour la questionner, la contester, et parfois même la réinventer, alors elle restera imparfaite, fragile, mais ouverte.